Salut les boys, bienvenue au premier podcast des Uninkables. On est un des premiers, si je ne me trompe pas, podcasts québécois qui va parler de la scène compétitive Lorcana, autant québécoise qu'internationale. Donc, en français, En ouais, pas français. seulement québécoise, mais en français. Donc, on va vraiment focuser un petit peu plus sur le côté compétitif, tout en ayant des petits segments casual pour les gens qui vont dans des locals et qui veulent vraiment s'améliorer. Donc, Jeff, tu vas nous parler de ça un petit peu plus tard dans le podcast. On va aussi parler d'un des gros événements qui s'est passé en fin de semaine. Donc, on a quelques personnes qu'on connaît qui étaient à Chicago la fin de semaine dernière, qui ont participé dans un des... Ben, en fait, le deuxième tournoi nord-américain de l'Orcana. Donc, beaucoup de choses à parler pour ce segment-là aussi. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de nous, qu'on se présente avant d'aller plus en profondeur dans Chicago. Donc, moi, c'est Billy. Je joue à des TCG depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé Base Set 1 de Pokémon. Donc, j'ai fait plusieurs Regionals. J'ai touché un petit peu à tous les jeux de cartes qui sont sortis ici et là sans nécessairement aller très loin en compétition. C'était plus casual dans le temps. Puis, j'ai découvert l'Arcana il y a à peu près 3-4 mois. J'avais essayé lorsque le jeu est sorti. J'avais acheté des decks préconstruits, puis je me suis lancé un petit peu plus en profondeur après avoir quitté Pokémon pendant quelques semaines. Puis vraiment un excellent jeu. J'adore le concept de l'Arcana. On va en parler un petit peu plus pour ceux qui sont nouveaux dans ce domaine-là, mais vraiment, on va focus un petit peu plus sur la scène compétitive. Donc, je vais passer la parole à Dan pour que tu me parles un petit peu de toi. Hey, yes. Moi aussi, TCG, depuis que je suis très jeune, ça doit faire une quinzaine d'années que je joue à des TCG. J'ai vraiment commencé à jouer compétitivement avec Yu-Gi-Oh! J'ai fait les Regional Championship quand j'étais jeune. J'ai qualifié pour World même. Fait que, sauf que j'étais jeune, puis ma mère voulait pas signer les papiers pour que j'aille jouer aux États-Unis, fait que je suis pas allé. Mais oui, fait que je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis longtemps. Après ça, Star Wars Destiny. Fun fact, j'étais dans la team à GF à Star Wars Destiny. On avait bien du fun. Notre team, on avait fait les régionaux canadiens à Toronto. Puis j'avais placé dans le top 30. Là, fait que ça avait bien été, mais je me suis fait sortir, par exemple, mais c'était vraiment le fun, une bonne expérience. Puis après ça, ben, tu sais, je joue à Star Wars Unlimited aussi, mais mon main jeu, c'est vraiment euh, l'Orcana. J'ai commencé quand le 7-1 coûtait vraiment, vraiment cher. Fait que builder mon premier Ruby Améthyste m'a coûté presque 1000$ acheté en single avec aucun skill. Surtout foil. Surtout foil. Oui, j'ai un problème mental que je joue foil, je veux confesser ici. Mais donc, c'est ça. Fait que j'amène un peu un aspect plus compétitif, deck building, puis meta report. Donc, ça va être le fun. GF. Ouais, ben moi, ce qui est drôle, c'est que je suis le vétéran en termes d'âge dans la gang, mais je suis celui qui est le plus récent, je crois, dans le TCG. J'ai commencé il y a environ une dizaine d'années avec Pokémon. J'avais quelqu'un dans ma famille, ma filleule, qui aimait beaucoup ça et j'ai voulu me lancer pour avoir une petite affaire avec elle. Puis j'ai découvert le monde des TCG. J'ai beaucoup apprécié. Je dirais que ce que j'ai le plus aimé dans Pokémon, c'est les pre-release. Je trouve que c'est un format qui est vraiment bien fait avec les petits build and battle qui sont offerts, là. Donc, c'est ce qui m'a aidé, qui m'a donné le goût de continuer. Par la suite, je suis tombé complètement à fond dans Star Wars Destiny dans le temps que ça roulait. On parle de là 6-7 ans environ. C'est justement là que j'avais rencontré Dan. De mon côté, j'ai pas été aussi loin que lui et d'autres confrères compétitifs. Le plus loin que je me suis rendu, je m'étais qualifié pour les provinciaux. J'avais performé de façon moyenne, mais le problème que j'avais dans Destiny et qu'il y en ait un que j'ai aussi un petit peu dans l'Arcana, c'est que j'ai toujours aimé les decks un petit peu plus spicy. Essayer de trouver la petite carte, le petit deck spécial qui pourrait justement faire différent et surprendre. Je suis un peu reconnu pour ça, puis c'est une des raisons aussi pourquoi des fois je performe pas assez ironiquement. Mais bon, c'est une des parties justement de ce que je vais vous parler dans les podcasts à venir. Puis pour ce qui est de l'Orcana, j'ai embarqué presque jour 1. En fait, j'ai embarqué jour 1 du release du release général. Quand il y a eu les pré-releases
plus pour les petits magasins. Ça, j'avais manqué mon coup, puis un de mes amis m'a par la suite introduit et j'ai adoré le tout. Donc, voilà, c'est une piqûre que j'ai Excellent. attrapée. Bon, ben, guys, vraiment content d'être dans cette aventure-là avec vous. On va, sans plus tarder, commencer avec le gros sujet de l'heure. Il y en a une couple qu'on va aborder aujourd'hui. Là, on va commencer avec Chicago, mais on va aussi parler de ce qui est annoncé, peut-être des spéculations pour le prochain 12 juin, qui est le prochain Lorecast. Donc, avec la disparition de Pixelborn, on va peut-être discuter un peu de ça, parce que ça s'en vient à grands pas, puis c'est vraiment triste pour beaucoup de joueurs. On sait que beaucoup de joueurs n'ont pas nécessairement les cartes pour pratiquer tous les jours, puis que on a tous des familles. Pas toujours facile de se présenter à tous les locals, donc on va parler un petit peu de ce sujet-là aussi en fin de podcast, mais on va commencer tout de suite avec le sujet chaud. Chicago DLC, deuxième tournoi, premier tournoi du 7-4 de Ursula's Return. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, les boys? Très nice, pour vrai. Très surprenant, sans donner de spoiler dans le top 4, là, ou sur même la finale. Là. Mais je trouve que, tu sais, comme on avait une bonne idée de où est-ce que la Ouais. méta s'en venait. Tu sais, c'est des decks qui ont été joués vers la fin du Chapter 3, puis que, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel, puis on savait qu'avec les nouvelles cartes, ça en ajoutait beaucoup plus. Fait qu'on avait déjà une bonne idée de où est-ce qu'ils s'en venaient. On a des decks quand même assez spicy qui ont fait le top 64, puis qui sont rendus comme plus loin que ça. Même un de nos chers locals ici au Québec, on va parler un peu plus tard. Mais toi, JF, t'en as pensé quoi en général? Moi, ce qui m'a vraiment surpris, je te dirais, c'était la qualité de la diffusion. Dans le sens que j'avais regardé un petit peu lors du premier tournoi à Atlanta. Puis les parties que j'avais vues, on voyait pas les mains des joueurs. Un petit peu comme au poker, que c'est le fun de voir justement le joueur ce qu'il a en main afin de pouvoir essayer de deviner ce qu'il va faire, c'est quoi ses lignes de décision. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai trouvé les analystes, les commentateurs, ils étaient quand même bien. Je me serais pratiquement attendu à une approche plus familiale, plus il a des belles cartes et cette carte-ci représente une belle princesse. J'exagère, Ouais. mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais les commentaires qu'il faisait étaient vraiment bons, là. Mm. Il questionnait pourquoi, selon toi, est-ce qu'il a fait le choix de jouer le GOAT ou ne pas jouer, exemple, le Castle. Puis l'interprétation était bonne. Bref, moi, c'est qui m'a le plus remarqué, que j'ai le plus remarqué, c'est ça. C'est la qualité de la production. Puis justement, la méta, le choix de deck était très diversifié. Ça fait changement d'il y a quelques mois où on avait une invasion rubis améthyste. Là, c'était le fun. Là. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Toi, Billy, est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit Moi, peu j'ai en fin de malheureusement semaine? pas eu le temps d'en regarder tant que ça. J'avais une petite idée aussi de ce qu'on allait voir de la méta. Là. On sait qu'il y avait 4 piliers là, vraiment très forts dans la méta en Emerald Steel, Ruby et Amethyst. Qu'on a été un peu surpris de voir là parce que tout le monde pensait le voir disparaître. Mais c'est même quelque chose qu'on va discuter ça un peu dans les deck tech avec Dan dans quelques minutes. Mais ouais, les 4 piliers, on les a vus. Je pense qu'ils sont bien représentés dans le tournoi avec les stats qu'on a vus sur Mushu Report. Mais pas tant de grandes surprises de ce côté-là. Mais si Dan, tu veux peut-être parler des decks qu'on a vus, en commençant peut-être avec Ruby Sapphire. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, on a Si le vous voulez, nouveau. Dan, avant tout ça, si vous voulez, je peux donner quelques statistiques afin de guider Dan justement Ouais. là-dedans. J'ai un petit peu compilé en regardant le top 64 justement du tournoi. Un fait majeur tout de suite à noter pour le tournoi de Chicago, c'est que c'était le premier tournoi du 7-4 où le 7-4 était légal et c'est le premier tournoi avec le nouveau format 2 parties en qualification. C'est-à-dire que si tu faisais 1-1, tu avais 3 points, c'est 3 points pour une victoire. Si tu faisais 2-0, tu avais 7 points parce que tu avais un point bonus lorsque que tu faisais un 2-0. Ça a vraiment beaucoup changé les qualifications parce qu'on sait que dans l'Orcana, il y a un gros avantage quand tu es sur le play et non pas sur le draw. Donc là, on a chacun des joueurs qui joue une fois sur le play, donc le premier à jouer. Ça délimite, ça dédifférence, ça sépare vraiment les bons joueurs des autres. Donc, dans notre top 64, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu plusieurs archétypes vraiment différents. À commencer par 20, le deck qu'on appelle le Sisu on Ice, le Ruby Sapphire, qui focus vraiment sur l'interaction entre le Ice Block et la grosse Sisu qui banish les characters avec les personnages avec 2 de force ou moins. On a eu 10 discard aggro.
la version acier émeraude focusant sur Bucky pour pouvoir rapidement vider la main de son adversaire. 8 Cogsworth and Friend, un deck vraiment ressorti dans les dernières semaines. Acier Saphir qui propose une plus grosse présence sur le jeu tout en rampant et tout en ayant beaucoup de piges comme la version Ruby Améthyste. Excusez, Ruby Saphir. On a eu 8 Bounce Control Ruby Améthyste et plusieurs autres decks de différentes, justement, de différents acabits. Donc, c'était vraiment intéressant. Beaucoup de diversité. Dans notre top 16, on a eu 5 Ruby Saphir, on a eu 4 Émeraude Acier, 3 Ruby Améthyste, 3 Saphir Steel et 1 Émeraude Améthyste. Donc, encore une fois, très diversifié. Donc, Dan, côté tech, qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur ton interprétation de cette diversité? Ouais, écoute, tu sais, comme tu disais ça au début, Sisu on Ice, quasiment 32%, là, je pense que c'est un deck qui est très solide, même à la fin du chapter 3, tu sais, qui gagnait pas mal. Le seul vrai problème, c'était le format 2 de 3 avec le temps. Donc, avec un format best of two, c'est sûr que ça règle beaucoup d'enjeux. Surtout que le deck, il feel un peu plus rapide. Tu sais, les lignes de décision avec les Ice Blocks, le Sisu, la grosse Sisu qui peut board wipe aussi. Donc, pas très surpris de le voir autant représenté qui est là. Donc, très bon match-up dans le floor, tu sais, comme très bon match-up contre vert-gris, contre gris-bleu, qui sont les trois, puis après Ruby Améthyste, tu sais, fait que j'ai pas vraiment été surpris de voir autant une grosse représentation. Diablo Discard, on parlait dans le top 64, il y en avait seulement 10-15%. On peut voir ça comme étant deux choses. Est-ce que ça a mal performé? Parce que c'est sûr qu'il y avait une grosse représentation au début du tournoi, en rentrant en top 64. Faut pas oublier que c'est un deck qui est très budget. On parle là, quasiment de... Ça, mettons, tu joues pas foil comme moi. Tu parles facilement d'un deck de 700-800 piastres easy. Là. Puis ça, c'est si tu as eu des bons deals quasiment. On parle de 4 Beasts, 4 Robin Hood, 4 Diablo. Tu sais, fait que ça monte vite. Tu as quasiment la moitié du deck en termes de prix en 12 cartes. sur ces 12 cartes-là. Exact. Les Ursula aussi qui sont pas donnés. Ouais, c'est ça. Puis il y a du monde qui jouait pas Ursula, il y a du monde qui jouait Ursula. Moi, j'étais off de Ursula pendant un petit bout. Je l'ai remis très rapidement parce que je trouvais que c'était juste trop bon pour ignorer l'avoir là. Puis l'avoir là, ça te bait un trade ou ça te bait un removal. Tu sais, admettons, tu vas mettre Ursula pour protéger Diablo. Fait que là, tu le mets dans une situation, est-ce que j'enlève Diablo? Est-ce que j'enlève Ursula? C'est quoi que j'ai plus peur? Parce qu'on sait que la méta est un peu PTSD de Ursula, là, à la fin du chapitre 3. Fait que c'est ça. Après ça, on a eu Cogsworth Acier Sapphire, que moi, je considère perso être le meilleur deck. Je trouve que si tu es un bon joueur, Sapphire Steel, c'est le meilleur deck. C'est très bon dans gris-vert. Vu qu'il y a 8 popsicles, tu piges quasiment tout le temps. Ton hand size, il est impossible à faire descendre presque. Il faut vraiment qu'il brick ou qu'il pige pas très bien pour pouvoir faire de quoi, pour pouvoir se faire battre par gris-vert. Ça, c'est mon opinion puis mon expérience de testing. J'ai joué avec beaucoup des decks. Mais tu sais, si on rentre en top 4, là, Brian Cortale, qui est selon moi, un des meilleurs joueurs Emerald Steel qui est là. On l'appelle aussi The Rat sur Pixelborn. Vous avez sûrement vu. Beaucoup de streamers se sont pris contre. C'est lui qui l'a remporté avec son build. Un build que je suis très fan d'ailleurs. Un build qui est sur un tech Flynn Rider que j'adore. Je suis pas nécessairement le plus gros fan du petit Flynn Rider pour le shift, mais j'avoue que son build avec Flynn Rider, lui, il a décidé d'enlever les Pegasus, que moi, après des heures et des matchs de pratique, puis j'ai fait 3 semaines là, intenses dessus, le Pegasus 5, si t'es pas capable de shift dessus, là, il feel vraiment bad. Tu sais, tu veux pas jouer un tour 5, 3 de stats évasif qui fait absolument rien. T'sais, fait que qui quest pour 2. Si au moins questait pour 3, peut-être un avantage et tout ça, mais je trouvais que c'était très normal comme deck. Même moi, je commençais à l'enlever un peu. Fait que c'est dans notre deck du gagnant. Le deck qui m'a le plus surpris, que je suis tellement content qu'il a été en finale, c'est Emerald Amethyst, que selon moi, un deck qui est tempo, bien entendu, mais un deck qui est tellement nice et le fun à jouer. C'est un des decks qui était soit fin tiers S, début tiers A dans le chapter 3, puis là, le voir se rendre aussi loin, puis je suis content de voir la grosse Ursula se faire jouer. Moi, c'est une carte, vous le savez, vous me connaissez, c'est comme une carte que je suis on depuis le début, puis là, la voir se rendre aussi loin, puis de mettre des claques à rouge-bleu, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça, fait que j'ai adoré ça, voir ça.
Puis ça s'est très bien présenté. Puis il joue Jacques. Jacques qui est comme Oui. un inkable character. Il y a 2 de lore. Il est 1-4. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il force un de tes opponents characters à devenir, à challenger. Donc, à cause qu'il force ça, ben, ça force peut-être un Diablo que tu n'es pas capable d'enlever, à challenger un Curse Merfolk, à challenger dans tes propres créatures à toi, qui enlève un peu, qui va servir de removal parce que c'est très clair qu'ils vont sûrement se tuer, ces deux créatures-là, s'ils attaquent. Donc, très, très, très le fun. Et là, un deck qui est chaud à mon cœur, là, qui a perdu contre Brian, mais qui a fini quand même troisième, quatrième, parce qu'il n'y a pas de troisième, quatrième, c'est Ruby Amethyst. Ruby Amethyst avec le nouveau Ruby Amethyst, c'est le genre de deck que tu te dis, non, non, il est fini, il en reviendra plus, puis il trouve toujours Ça fait juste 4-7, là. Ça fait juste 4-7. toujours. On le voit partout. Ouais, on disait tout qui était fini, mais non, on le voit encore avec des tweaks, là. Exact. Exact, c'est comme le dragon, le Maleficent. T'sais, à chaque set, il descend de prix puis il remonte à 50. On peut-tu juste arrêter de le count out? C'est une bonne carte ou c'est un bon deck. Comme... Puis ils ont trouvé une façon de se réinventer dans un format qui est un peu plus mid-range, quasiment aggro, avec le Flynn Rider, qu'on joue 4 copies, puis avec le Madame Mim Fox et le Sisu pour être le plus gros en attaque. Tu sais, moi, c'est un deck que j'ai joué la semaine dernière beaucoup, puis que, pour vrai, j'ai énormément de succès. J'ai battu beaucoup de rouge-bleu, j'ai battu du bleu-gris. Donc, très, très, très bon. Puis, il y a beaucoup de characters là-dedans qui ont des hautes attaques. Donc, ce qui fait que Flynn est très dur à arrêter. Tu sais, mettons, tu fais Flynn tour 2, le médium Sisu, là, qui a une carte, un d'attaque pour chaque carte que ton adversaire a en main. Tour 3, tour 4, Castle, c'est comme à un moment donné, c'est comme un bon placement en banque, là, tu sais. Le lore fait juste rentrer. T'as pas besoin de rien faire, tu le laisses aller. Exact. Ça met vraiment l'adversaire sur la grosse pression, puis c'est difficile de réagir quand tu as tant de choses comme ça. Puis surtout que c'est un deck qui habituellement va garder beaucoup de persos ready, prêts. Tu vas même pas quitter parce que tu fais justement, comme tu dis, tes points sont placés, tu laisses les rendements rentrer. Fait que c'est fâchant quand tu joues contre un deck comme ça, puis t'as pas de removal, parce que tu sais que, bon, ben, à tous les tours, il y a un 4, 5, 6 points qui arrive. Puis surtout avec Castle. Castle est bien placé pour la méthode du 7-4 parce qu'il y a très peu de decks en ce moment qui est capable de gérer le Castle au tour 4. C'est quand même un set de willpower. Fait que c'est difficile à tasser de là. Puis tu vas mettre du monde dedans, fait qu'il faut que tu gères le monde. Donc, on a vu beaucoup de monde avoir beaucoup de succès avec le Castle. Dan, tu l'as joué, ce deck-là, si je ne me trompe pas, vendredi dernier. Puis tu as fini 3-0 contre tout le monde. On voyait beaucoup de potentiel. Là. Ouais, puis tu sais, j'ai regardé même le match que jouait hier Kurt, là, qui jouait le Ruby Amethyst. Puis pour vrai, tu sais, des fois, le château, il y avait une vie, là, puis il restait là pendant tout le long parce que tu as des cartes qui viennent complémenter comme, tu sais, Be Prepared, Brawl, ou genre, tu sais, ou une de mes cartes préférées du set, c'est Be King Undisputed, qui est comme une chanson de Lady Tremaine que tu chantes avec ton goat puis ton lapin, ce qui feel super broken parce que c'est des cartes que ça te dérange pas de taper, parce que, tu sais, je vais gagner un lord, je vais gagner une carte, tu sais. Ouais, exact. Très, très bonne carte. Fait que, tu sais, le château, comme tu dis, Billy, quasiment impossible à enlever, juste assez fatigant pour survivre à Maui, puis peut-être même survivre plusieurs tours après. Là, puis, au pire des cas, si l'adversaire décide de le gérer, il perd un tour. Parce qu'il doit attaquer avec pratiquement tout, fait qu'il a perdu un tour. Fait qu'au niveau du tempo, c'est un win-win là, pour le joueur qui le met en jeu. Là. Ouais, puis le dernier deck en top 4, bien sûr, Sisu on Ice qui était très bon. Puis moi, on s'est texté vendredi avant, on s'est dit, tu penses c'est quoi qui va gagner? J'ai dit soit Emerald Steel ou soit Rouge-Bleu s'il joue Dragonstone, et en top 4, il jouait Dragonstone. 3 Fishbone, 2 Dragonstone, que pour moi est un deck que j'adore parce que je trouve j'ai playtest longtemps avec mon frère qui est un gros joueur de Rouge-Bleu. Puis on trouvait que contre Emerald Steel, il y avait quand même de la misère. Il fallait vraiment que tu piges dans tes bonnes cartes, tes brawl early, puis tout ça pour pouvoir regagner le balance contre Gris-Vert, puis c'est ça qui était tough. Mais avec Dragonstone, fais-moi discard des cartes, je vais discard mes characters, puis avec ça, ben, Dragonstone va ramener mes characters, fait que je vais ramper, mais je vais jouer ta game en même temps qui est de me faire discard, c'est juste que je me prépare. Fait que je me prépare pour mon tour 7, mon tour 8, mon tour 9, tu sais, puis c'est vraiment, vraiment fort avec Green. Je pense que j'ai comme 84% de win rate
avec Dragonstone contre du Green Steel. Là. Fait que c'est un très, très bon deck. Est-ce que ça va être là pour rester maintenant que le monde va sûrement jouer plus de item removal ou des location removal à voir, location removal par rapport au castle, par rapport à Dragonstone, mais est-ce que la méta va s'adapter puis changer, c'est sûr, mais je trouvais que c'était un très bon deck. Puis quelque chose qui est pas dans notre qui était pas dans le top 4, mais je vais donner du shout-out à Patrick Côté, comme un de nos joueurs du Québec qui a vraiment, vraiment bien performé là, avec son deck vert-jaune. Malheureusement, Patrick, il y a beaucoup des sites qui disent que tu as joué rouge-bleu, fait qu'on voit pas toute ta decklist. Peut-être que tu pourras pas venir nous en parler un jour, mais tu sais, le concept de pouvoir jouer Kida tour, la petite Kida, shifter la Kida, jouer la chanson Under the Sea pour remettre toutes les créatures opposées en bas. Je pense qu'il s'est rendu même top 8. Je veux pas dire n'importe quoi, mais avant de perdre. Donc, aucune gêne à lui. Très bon showing, surtout avec un deck qui est off-meta. Donc, gros props à lui. Le deck peut-être le plus spicy là, qu'on a vu en top 32, certainement en top 8. Ouais, j'avais comme note qui était top 16, Patrick. Qui serait top 16, bon. Mais sur les listes, j'ai vu Ruby Saphir, fait que tu dis justement que tu détiens de ça de où cette information qui a joué vert jaune? Ouais, exact. Ben, il a joué vert jaune parce que tu le voyais dans les standings. Moi, j'ai regardé le stream ce week-end. Puis tu voyais vraiment comme dans le bracket, c'était marqué qu'il jouait vert jaune. Puis tu le voyais, puis tu sais, c'est clairement ça qu'il joue. C'est juste que dans toutes les meta reports, puis sur Mushu Report, tout le monde dit la même chose qu'il joue rouge-bleu. Mais il jouait jaune. Un mélange dans les listes. Ouais, exact. Puis il y a beaucoup de monde que leur liste est marquée Beast. Mais tu sais, le nouveau Beast, là, qui est comme un 3 cost, qui fait absolument rien, mais dans le fond, c'était Beast, hard-headed, qui détruit les items. Fait qu'il y a eu beaucoup de mélange un peu avec ça, mais bon, regarde. Leur carnet est encore jeune, ça va donner meilleur, mais ça a été cool de shout-out un peu son deck, là, puis de voir un peu, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y parler, là, éventuellement. Puis, pour parler un petit peu de la méta, on va peut-être revenir à Atlanta, qui était il n'y a pas longtemps non plus, là, ça fait juste 2 semaines. Êtes-vous surpris de tous les decks qu'on voit plus? T'sais, on s'attendait peut-être à voir un peu de Mufasa ici et là avec le nouveau 7-4. On parlait beaucoup de Red Fassa qui allait peut-être faire un retour. De ne pas en voir du tout dans le top 16. Êtes-vous surpris de ça, les boys? Moi, je dirais que je suis un petit peu surpris de ne pas avoir vu vraiment, comme tu parles de Red Fassa, là, parce que dans le fond, c'est un deck qui demeure assez solide. Il y a tellement d'options de piges. Quand tu as le build avec la Kida aussi, en plus, ça te bloque l'adversaire solidement. Puis c'est un deck qui est bâti avec tellement de petits persos qui questent pour beaucoup que je me serais attendu de le voir un peu plus que ça. Si je ne me trompe pas, il y en a un qui s'est classé dans le top 64. Je me serais attendu qu'il y en ait quand même un 3-4. Là. Sans être dominant, parce que, comme on l'a dit, le top 4 des gros decks, il ne change pas présentement. Ça demeure Ruby Saphir, ça demeure Ruby Amethyst, Green Steel, ça demeure le Blue Sapphire. Ça, c'est le top 4, mais moi, je le voyais comme 5e deck à peu près, là, le Red Fassa. Ouais, puis on n'a pas vu beaucoup non plus de Amber Steel de ce que je vois. Là. Steel Song. Oui, c'est vrai, le bon vieux Steel Song. A peut-être eu le sort que Ruby Amethyst devait obtenir, mais encore là, Ruby Amethyst a réussi à se reconstruire autour des nouvelles cartes puis ajuster son game plan, mais Amber Steel était moins présent, je dirais, à Chicago. Là. C'est peut-être la plus grosse surprise du week-end. Il y a vraiment 2 trucs avec Amber Steel. La première affaire, c'est que de un, c'est un deck déjà en Chapter 3 qui était vraiment faible contre Bleu-Rouge. Bleu-Rouge qui, comme vous pouvez le voir, là, qui a 30% du floor comme des decks joués. Fait que, tu sais, comme déjà, ça, c'était tough. Puis selon moi, c'est eux qui ont eu le moins de love dans le nouveau set. Tu sais, comme pas des cartes wow qu'on était comme, OK, ouais, c'est sûr que je vais mettre ça dans mon Amber Steel Song. Fait que c'est ça qui était tough. On a même un des meilleurs joueurs au monde de l'Organa, certainement en Nord-Amérique, Zach Bivens, qui jouait Amber Steel Song en top 64, qui s'est fait sortir first round. On parle d'un excellent joueur. Là. Lui, il jouait, je pense, le Pride Land, puis il jouait les flûtes. Fait que, comme lui, il était numéro 1 dans le standing dans les Suisses, le Swiss Round. Il est rentré en top 64 Day 2, puis il s'est fait sortir comme soit en 64 ou en top 32. Mais c'est ça, là, juste pour vous montrer que même un joueur de ce calibre-là qui a joué ce deck-là, ça feel un peu moins fort contre les nouveaux decks qui ont eu la nouvelle Sisu, les Ice Block, le Diablo, tu sais, tout ça. Ouais, puis je pense, comme tu disais, c'est ça, c'est que aussi Ruby Sapphire, un des match-ups très difficiles pour Amber Steel, puis
Ruby Sapphire est peut-être le deck qui a reçu le plus de nouveaux jouets dans le 7-4 là, avec les Ice Blocks, les Sisu. Fait que ça a peut-être nuit aussi à avoir du Amber Steel un peu plus sur le top 64. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai ici, je confirme que Zach Bevan s'est classé top 32 avec son Steel Song. Fait qu'il était dans les 11 différents, les 11 autres decks là, qu'on n'a pas nommés. Oui, exactement. Puis, je voulais... Ouais. Tu sais, Vas-y. Ouais, excuse-moi. Non, c'est ça, je voulais parler de Mufasa. Tu sais, vous savez que ma haine envers Mufasa. Mais je pense que c'est bon que je l'adresse ici. C'est pas que je déteste le deck, c'est que c'est un deck que je trouve que c'est dur de comprendre la metagame puis de jouer bien si tu joues Mufasa parce que c'est un deck que tu fais juste curver. Tu as une ligne de jeu, puis tu fais ça. Qu'est-ce que je peux jouer au tour 2? Qu'est-ce que je peux jouer au tour 3, 4? Puis là, je heal avec ma Rapunzel, j'ai plus de 4, mais c'est un deck qui fait juste curver. Donc, tu sais, c'est sûr que tes lignes de jeu sont différentes. L'aspect de voir le jeu est un peu différent aussi. Puis, il n'y a pas d'élément de surprise. C'est ça que je veux dire avec Mufasa. Mais, tu sais, reste que c'est un bon deck, là, tu sais, comme, surtout avec le nouveau chapter qui ont eu Flynn, le nouveau Gaston, là, qui est comme une grosse lanterne, là. Fait que le deck est beaucoup mieux, puis ils ont eu des outils comme Brawl, comme un des gars qui est en top 64 qui jouait Red Fassa. Tu sais, lui, il jouait un Be Prepared, 3 Titan Ambition, 2 Brawl. C'est pas mal ses songs. Puis le reste, il jouait la nouvelle Madrigal qui heal, la Rapunzel Budget qu'on appelle, avec Flynn Rider puis Gaston. Fait que tu sais, ils ont eu vraiment beaucoup de nouveaux jouets. Puis la nouvelle Mulan, c'est juste que ça feel un peu comme il n'y a pas de comeback vraiment ce deck-là. Puis c'est ça qui est difficile, tu sais, comparativement aux autres decks qui peuvent c'est plus difficile de réagir à une mauvaise curve. Exact. Mais le problème, c'est que late game avec ce deck-là, justement, même si tu as le Be Prepared, tu n'as pas rampé comme le Ruby Sapphire. Donc, si tu clears le board, ben, le Ruby Sapphire, il a le double d'encre que toi. Il va être capable de te remettre la pression tout de suite. Fait que c'est quasiment fini. Puis si tu joues contre les autres decks comme ça va être la même affaire. Que tu joues contre Ruby Améthyste, même si tu as le même nombre d'angles, après avoir fait justement un Be Prepared, mais tu te ramasses avec des Goats puis avec des Castles. Fait que c'est un bon point que tu as, c'est que c'est un deck qui est vraiment plus opté basé early, mid-game, parce que même s'il y a le contrôle dedans puis tu es capable de l'appliquer au bon moment, c'est très difficile de repartir après. Puis on sait que la majorité du temps, le joueur qui joue le Be Prepared, c'est le joueur qui est dans le trouble. Fait que tu avec le joueur qui joue Be Prepared, tu peux réagir à ça. Puis dans leur défense, je connais des bons chums à moi, des bons joueurs qui ont joué Mufasa durant les 7 championships pour gagner les Stitch, puis tout ça, puis qui avaient bien performé parce que c'est quand même vraiment fort dans un Be Prepared quand tu as des Mufasa d'établis puis tout ça. Puis ça peut te garder en jeu dans ce deck-là. Ça punish le board. Exact, ça punish les board clear, les Tremaine puis les Medusa, mais reste quand même que il manque un petit oomph, si on veut, au deck, là, tu sais, comme pour l'amener à l'autre étape, là. Puis moi, c'est le comeback potential que je regarde. T'sais, comment ton deck se débrouille quand tu piges pas la main parfaite, quand tu mulliganes pas la main parfaite, puis quand tout va pas bien, est-ce que tu es capable de revenir là-dedans? Puis je pense pas, perso, que Mufasa il est là en ce moment. Il y a un autre point que je voulais apporter par rapport à Chicago, puis c'était la première fois qu'on voyait ça. Là, à Atlanta, c'était pas la même chose. C'était vraiment du high roll pour savoir qui décidait dans Day2 pour le top 128, je pense, ou c'est top 64 qui faisait Day2, right? Ouais, top 64, que c'était de 2000 joueurs. Sur 2000 joueurs, exact. On a vu pour la première fois en fin de semaine que le high seed décidait de commencer ou pas. Donc ça change énormément. Les intentional draws aussi qu'on peut appeler là, durant les Swiss Rounds parce que le higher seed décidait du best of 3 durant Day 2 qui commençait. Fait que tu pouvais être soit sur le play, soit sur le draw. Donc tu voulais en fait finir le plus haut possible dans le ranking pour justement aller chercher cet avantage-là qu'avant on n'avait pas dans l'Orcana qui était tout le temps un dice roll. Fait que... Puis il y a beaucoup de monde qui peut-être vont me roaster pour ça, mais moi, je trouvais que c'était vraiment un bon concept. Là. Je trouvais que, dans le fond, tu as travaillé fort, tu t'es placé, fait que rendu en top 64, il faut que tu aies un certain, pas avantage, mais il fallait peut-être comme une valeur ajoutée à être rendu en top 64. Fait que
à être ça, ben, tu sais, comme tu as vu, le gars qui est vert mauve, là, lui, il était deuxième. Fait Ouais. il a commencé toute la deuxième journée, tu sais. Fait que ça lui a donné cet Mhm. avantage-là. Puis peut-être que se rendre aussi loin était grâce à ça, mais bien mérité parce que tu as quand même Exact. fini deuxième, tu sais. Fait que puis on sait que Lorcana punish énormément pour pas commencer, pour être on the draw, dans le fond. C'est juste que je trouvais que le concept est bon parce que tu t'es forcé, tu as joué, tu as eu un bon standing. Fait que, tu sais, à toi va cet honneur-là de Ouais, exact. commencer. Là. Fait que moi, je trouvais que c'était une bonne Ouais, idée. exact. C'est un super Ouais. bon point que tu amènes là. Fait que non, ça a été. J'ai été Mhm. surpris de le voir, mais je pense que c'était déjà établi aussi par les joueurs. Fait que, vraiment cool de voir que aussi le jeu s'adapte au fur et à mesure que les compétitions commencent, parce que c'est encore très jeune le monde compétitif de leur canal. On parle du deuxième DLC, puis il va en avoir plusieurs autres là, qui s'en viennent au cours de l'année. Donc on va en discuter un petit peu plus tard de tout ça. Je ne sais pas si vous Mhm. vouliez parler des Québécois qui étaient présents à Chicago. Je pense qu'on en a 4 qu'on savait for sure qui étaient là. Donc, on en a parlé d'un, le Patrick Côté qui était là, qui a fini dans le top 16. Les 3 autres, là, je ne sais pas, GF, c'est toi qui as fait les recherches. Tu voulais-tu peut-être nous parler un peu des 3 autres? Là? Ben, en fait, j'ai réussi à trouver les statistiques pour Alexandrou et Sébastien. J'ai pas réussi à voir les decks qui ont joué, mais il y a Alexandrou Tibirna qui a pas fait le journée 2, qui s'est classé dans les 700 environ. Sébastien Villeneuve qui s'est classé dans les 300. Excuse-moi, désolé. Simon Boudreau qui s'est classé dans les 300. Et Sébastien Villeneuve, comme les résultats que j'ai réussi à voir sont ceux sur Melee et que beaucoup de joueurs utilisent des surnoms là-dessus, j'ai pas réussi à avoir ces informations. Donc, s'il veut nous partager sa liste ou quoi que ce soit, il est invité à le faire. Mais bref, c'est les quatre Québécois qu'on a réussi à avoir les données. Plus que le podcast va de l'avant, plus qu'on va inviter justement les participants des gros tournois comme ça de nous faire signe, de nous dire qu'ils vont être là pour qu'on puisse les promouvoir, Ouais, les surtout encourager, venir puis parler de leur parler expérience de leur avec semaine. nous, là, parce que c'est définitivement quelque chose que nous, Ouais. on attend aussi là, de pouvoir aller faire quelques DLC. Là. On n'a malheureusement pas eu la chance d'aller à Chicago ou Atlanta par faute de billets, mais on a Ouais. d'autres places qui s'en viennent bientôt, donc on va en parler un petit peu plus, mais on va aussi souligner le fait qu'Alexandru Tibirnia a quand même fini top 8 à Atlanta, donc gros shout-out de ce Yes. côté-là. Donc, proud représentant du Québec Ouais. un peu partout au travers. Ouais, puis proud représentant des cartes foil, man. Ça, c'est, Alexandru, c'est mon boy. Tu sais, foil, enchanté, on a vu ça sur stream, ça brillait, ça niaise pas. Puis je pense que même dans un des groupes Facebook qui me disait qu'il était à Chicago, il jouait la Cinderella, là, tu sais, la Cinderella qu'ils ont donnée dans le Top Cut, là. Celle qui vaut comme, je sais pas, 2-3 000 piastres, là, je suis comme ça, c'est mon genre de gars, ça. Nice, excellent. Cool. On va peut-être wrapper up le côté Chicago. Prochain qui s'en vient, les boys. Fort, Fort Knox, si je me Fort Worth, Fort Fort Worth. Worth, le 20-21 Ouais. juillet. En ce moment, les billets sont sold out. Vous pouvez vous mettre sur le waitlist. Donc, Texas, le 20-21 juillet. On va aussi, si jamais vous y allez et vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à nous écrire ou laisser des commentaires sur YouTube. Ça va nous faire plaisir de reach out puis de peut-être vous donner un petit peu de temps avec nous pour justement parler de comment vous vous préparez, c'est quoi votre thinking, votre mindset avant de partir vers un gros tournoi comme ça. Donc, Et pour les auditeurs qui vont nous entendre seulement en audio, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou autre, vous pouvez nous écrire sur ouais, aussi. gmail.com. Good. Donc, on va parler en ce moment de la scène québécoise. Donc, on a plusieurs petits tournois locaux qui s'en viennent. Donc, si je ne me trompe pas, ce week-end, on a le Circuit des Princesses. Donc, c'est la deuxième édition du Circuit des Princesses qui commence. Le premier va se passer à l'Arène des Dieux à Québec le 15 juin, suivi du 16 juin au Mythic Store. Donc, le circuit des princesses, c'est quoi les boys? C'est 6 tournois au travers la province du Québec. Puis les points de classement sont accumulés. Donc, c'est vraiment 6 magasins qui se sont mis ensemble. Je sais que, si je ne me trompe pas, il y a quelques joueurs derrière ça qui ont reach out à des magasins pour mettre sur pied ce tournoi-là. Donc, même chose,
si ces joueurs-là veulent faire surface, nous parler un petit peu plus de l'organisation du circuit des princesses, le côté compétitif derrière tout ça. Donc, on a par la suite, après la Reine des Dieux puis le Mythic Store, on va avoir le 29 juin au Griffon et le 30 juin au Tome 2. Et ça se poursuit le 20 juillet au Corrigan. Puis ça se termine le circuit des princesses début août au Game Time. Donc c'est vraiment un super beau circuit, très compétitif au Québec, auquel vous pouvez participer. Les places sont quand même limitées. On parle de 32 places à certains endroits. Donc il faut quand même se dépêcher de s'inscrire en ce moment. Si vous allez sur les groupes Facebook, vous pouvez vous inscrire pour la Reine des Dieux puis le Mythic Store, si je ne me trompe pas. Donc, c'est déjà commencé pour les registering. Jeff, tu voulais nous parler un peu de conseils justement là, pour ces gros tournois-là, étant donné qu'on en a un justement à la Reine des Dieux puis au Mythic Store en fin de semaine. Donc, peut-être nous parler un petit peu de comment on se prépare pour ces tournois-là. Mais bien sûr, Billy. Alors, simplement que ce soit pour les tournois, justement, comme on va avoir en fin de semaine circuit des quatre princesses, ou que ce soit pour les gros tournois DLC qu'il y a aux États-Unis, puis qu'on va avoir à Toronto cet automne. Il y a plusieurs règles, il y a plusieurs choses à penser pour se préparer. C'est des choses qui peuvent paraître simples, mais qu'il faut quand même pas oublier. La première, pratique, pratique, pratique. Si vous allez faire des gros tournois, si vous avez le goût justement de performer, c'est sûr c'est une belle expérience, mais si vous allez dépenser beaucoup d'argent pour aller à Atlanta, à Chicago, à Toronto, vous voulez performer. Donc, n'oubliez pas, la pratique, c'est la meilleure façon pour pouvoir avoir ces lignes de pensée, avoir justement toutes ces actions qui sont bien réfléchies à l'avance. Parce que quand tu arrives en tournoi, il va y avoir le facteur stress qui va embarquer, puis la fatigue. Fait qu'il faut être bien familier avec ces lignes de jeu pour justement éviter les erreurs de concentration. D'autres points intéressants, c'est bien de connaître tous les decks de la méta. Parce que dans le fond, c'est quelque chose qui change tout le temps. Ce qui était bon en fin de semaine à Chicago va l'être pendant quelques semaines, puis la méta va s'adapter. Vous allez le voir autant dans vos petits tournois locaux que dans les tournois un peu plus gros, la méta va s'adapter. Donc, il faut se tenir au courant, connaître les autres decks. Puis, une des façons qui est bonne pour pouvoir bien connaître les decks, c'est de les jouer aussi. Pas juste les regarder, les decklists, c'est parce que quand tu connais la liste, tu as un avantage de t'imaginer ce que le joueur il pourrait avoir dans sa main et qui pourrait te sortir, fait que ça va te pratiquer. Par contre, quand tu as joué le deck, là, tu vas savoir comment tu réfléchis en telle situation, puis ça va t'aider à penser ce que l'autre joueur devant toi va penser. Ça commence à être poussé un petit peu, là, mais bref, ça aide beaucoup de jouer les autres decks. Là, c'est sûr que présentement, on avait Pixelborn qui nous aidait beaucoup à faire ce genre de répétition, de cruncher beaucoup de games en peu de temps avec plein de decks. On va espérer que Disney nous annonce, que Ravensburger / Disney Lorcana nous annonce sous peu une nouvelle plateforme de pratique. Mais pour le monde qui joue en fin de semaine, profitez-en, c'est la dernière semaine officielle de Pixelborn. Crunchez des games, jouez avec plein de decks pour pouvoir avoir des meilleures idées quoi faire. Un point aussi que j'aimerais apporter, parce qu'on l'a vu autant en fin de semaine à Chicago qu'on le voit à chaque semaine aussi dans nos tournois, c'est l'habitude d'avoir des bonnes habitudes. Ça, c'est quoi des bonnes habitudes? C'est taper correctement ses encres quand on joue une carte. Pas dire j'ai pris ça, puis je suis le premier des fois, je mets une 5e encre, je mets une carte à 5 encres, puis je dis c'est fini. C'est pas clair. Quand tu joues, il faut toujours que tu tapes tes encres, que tu engages tes encres pour montrer qu'ils sont bien utilisés. Un truc pour ne pas oublier si tu as ancré ce tour-là, puis avoir une pénalité qui pourrait être quand même assez importante, soit une perte de partie ou de match si tu ancres 2 fois, puis qu'en plus tu utilises l'encre. Quand vous ancrez, gardez votre carte que vous avez ancrée ouverte jusqu'à la fin de votre tour. C'est un super bon truc. J'ai vu beaucoup de joueurs le faire à Chicago. J'ai commencé moi-même à le faire récemment pour m'habituer à avoir cette bonne habitude-là. Ça peut pas nuire, ça peut juste aider, c'est clair pour tout le monde. Les dés. Moi, vous le savez, je suis pas un fan de dés. Des dés dans un jeu, quand il y en a beaucoup de personnages sur le jeu, c'est facile de les tomber, de les accrocher, puis que les valeurs dessus changent pour tes dommages. Moi, je préconise des marqueurs. Il y a des joueurs que je connais qui jouent avec des petites bières. Je trouve le concept vraiment le fun. Moi, je joue avec des marqueurs de Star Wars Destiny, que tu as des nombres de dommages dessus. Peu importe, trouvez-vous une façon pour que vous et votre adversaire sachiez facilement combien vous avez de dommages sur vos personnages. Désolé. Puis aussi, il faut toujours être très clair dans nos séquences de jeu.
faut que notre adversaire il sache, OK, là, je joue, exemple, All for Algo. Je mets mon deck, je mets ma main là, je prends mes 2 cartes, OK, je garde elle, j'ancre elle. Pas de doute, on a vu lors du premier tournoi à Atlanta, on a vu un grand joueur, je pense que c'est Savage, exactement, qui s'est fait traiter de tricheur, tout simplement parce qu'il tenait ses cartes d'un certain angle, qu'avec l'angle de la caméra, le monde pouvait penser qu'il avait triché en prenant sur un Ouais, offer qu'il avait algo, justement combiné. en prenant les cartes de sa main pour ancrer, non pas. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas le cas, c'est pas qu'il est arrivé, puis son joueur en avant de lui, il savait que c'était correct, sauf qu'après ça, le problème. Hein. Oui, excuse-moi. Ouais, tu peux-tu, Jeff, je veux pas t'interrompre, mais juste expliquer c'est quoi Alpha Algo, peut-être pour que le monde qui connaisse peut-être moins la carte, juste en OK, parler ben un oui, peu. ben, bien sûr, bien sûr. Ben, Alpha Algo, c'est une carte qui est très présente dans tous les decks qui ont du saphir, que ce soit Ruby Saphir ou Steel Saphir. C'est une carte qui a une chanson action à 4 que quand tu la joues ou que tu la chantes, ça te permet de prendre les 2 premières cartes du dessus de ta pioche et d'en garder une dans ta main et d'ancrer l'autre. Une encre qui n'est pas utilisable ce tour-ci, mais qui est ancrable. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, ce qu'ils vont faire dans ce temps-là, c'est qu'ils vont avoir dans une main leur deck, dans l'autre main, ils prennent les 2 cartes. Et c'est là justement que la confusion peut arriver parce que souvent, tu vas rapprocher la main avec les 2 cartes que tu as pigées de ta main que tu avais afin de pouvoir comparer, bon, qu'est-ce que je vais faire? Des situations comme ça, en tournoi avec des caméras et tout, ça peut poser des confusions parce qu'ils vont penser que tu vas, OK, je vais ancrer celle-là, puis le monde va penser que tu l'as pris dans ta main que tu avais déjà. C'est quand je parle des situations qu'il faut être très clair dans ta séquence de jeu, ça, c'est le meilleur exemple qu'on ne peut pas avoir. Puis tu ne veux pas être le joueur à qui ça va arriver. Puis même si c'était pas vrai, ça crée beaucoup de stress. C'est le pire ennemi en tournoi, le stress, pour pouvoir faire des erreurs non provoquées. Je dirais qu'il y aurait 2 autres points que j'aborderais rapidement. C'est que dans ce genre d'événement-là, c'est très, très long. Souvent, on va avoir je crois que c'était 9 rondes, la préliminaire, la journée 1 à Chicago. Fait qu'on parle là, d'un 8, 9, 10 heures de jeu. Souvent ininterrompu. Il n'y a pas de break habituellement pour manger. Apportez-vous des bâtons, hydratez-vous bien. Assurez-vous de manger quelque chose, d'avoir une pomme à portée de main parce que la journée va être longue. Ça demeure un jeu très plaisant, mais c'est très brûlant mentalement. Fait qu'il faut mettre les chances de notre côté. Une bonne nuit de sommeil la veille, s'hydrater, être capable de manger quelque chose entre les parties, c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est vraiment très important. Puis c'est un bon point, Jeff. Ouais. C'est un bon point, Jeff, parce que hier, on regardait le stream, et comme journée 2, The Rat, qui est le champion là, qui jouait Emerald Steel, il jouait, puis il jouait taper sur Diablo. Puis finalement, il y a plusieurs, je pense 3 ou 4 occasions qu'il a oublié de piger. Là, tu voyais le chat qui était comme en furie, genre il a pas pigé, oh my god. Moi, la même chose. J'étais trigger, là, j'étais comme, voyons donc, il a pas pigé. Mais là, après ça, j'ai pris un peu de recul, puis j'ai fait, man, c'est vrai qu'après comme 2 jours que tu as joué comme 9-10 heures, c'est sûr qu'à la 20e heure de jeu en 2 jours, t'es plus aussi sharp que t'étais. Fait que, tu sais, comme, donne-toi toutes les chances de ton bord, comme JF dit. Puis, tu sais, hydrate-toi, amène-toi un lunch, tu sais, de quoi, là, juste pour que tu sois un peu plus sharp. Tu sais, fait que c'est un très bon conseil. Ouais, il y a une pas pire stats qui dit souvent là, le nombre d'heures de sommeil que tu vas avoir dormi la veille, c'est le nombre de rounds que tu vas pouvoir te classer quasiment. Fait que si tu as dormi 4 heures, attends-toi pas à dépasser le round 4 parce que ta fatigue va te rattraper. Fait que si tu comptes faire 9 rounds, dors 9 heures. Fait que c'est super important. C'est un bon point. Je finirai avec un dernier point qui est le plus simple d'entre tout. Avoir du plaisir. Quand on va faire des gros tournois comme ça, on veut se classer, mais il faut avoir du fun à jouer. La communauté Lorcana est une communauté qui est très le fun, qui est très sociable. Il faut avoir du fun, puis essayer d'avoir du plaisir aussi, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de jouer contre un joueur devant toi qui a un air de bœuf parce qu'il prend ça trop au sérieux, que j'ai l'impression qu'il a investi toutes ses REER, puis peut-être même pané sa maison ou je sais pas trop quoi. Là. Mais il faut avoir du fun, puis profitez-en. C'est tout, profitez-en. Autre petit point que j'apporterais, là, si vous partez en tournoi, assurez-vous d'avoir des sleeves avec vous, sleeves neuves, parce que ça aussi, là, il y a beaucoup de monde qui, tu sais, faire attention parce que les DQ ou les mistakes arrivent assez rapidement. Là. Ayez des sleeves neuves avec vous, sleevez votre deck juste avant le match. Donc, utilisez pas des anciens sleeves que vous avez investi un 15-20$ dans des nouveaux sleeves pour un tournoi. Puis entre chaque match,
pas entre chaque game, mais entre chaque match. Faites juste regarder vos cartes, là, vous assurer que vos sleeves sont belles pour pas vous faire call pour marking ou quoi que ce soit. Même chose, là, regardez vos cartes, être sûr que tout est à l'endroit quand vous brassez pour un début de game, parce que ça aussi, on en a vu plusieurs ça faire mettre des petits warnings pour ça. Donc, super important, là, traîner le nécessaire, puis traînez-en pas trop non plus. C'est important. Puis un tip aussi pour en rajouter un peu à tout ça, c'est que si le plus que l'événement est sérieux, le moins d'erreurs que vous devez faire, mais aussi dans votre façon de jouer. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de joueurs sur stream qui vont utiliser du papier pour calculer le lore. Pourquoi le papier? Parce qu'on voit une historique du lore. Qu'est-ce qui a été gagné? Fait que ça vous permet de reculer dans le temps si vous pensez trouver une erreur ou si vous voyez qu'il y a un oubli puis quelque chose comme ça. Fait que je vous dirais peut-être pas pour le tour, peut-être pas les quatre princesses. J'ai jamais joué, fait que je sais pas à quel point c'est sérieux. Mais admettons que vous allez faire celui à Toronto, vous allez faire peut-être le Ursula Championship qui s'en vient puis qu'il y a beaucoup de joueurs puis c'est sérieux pour vous puis vous voulez en gagner une Ursula ou un map Ursula. Ben amenez ça comme ça. Il y a pas de tricherie, il y a pas personne qui va oublier. Vous voyez vraiment comme l'historique, le log si on appelle, de tout le lore qui a été accumulé durant la partie. Ouais. Ouais, c'est super bon, c'est comme truc. Là, le papier, là, on commence à s'en servir de plus en plus, même dans nos petits locaux. Ça donne une bonne habitude, justement, de garder le game state parce que c'est une chose aussi qu'on parle pas assez souvent, mais le game state, pour être un peu plus précis sur le game state, pour ceux qui ont jamais fait de gros tournois, c'est l'état du board, l'état du jeu. Puis la responsabilité revient aux deux joueurs de garder le game state en tout temps. Donc, c'est pas nécessairement à votre adversaire de garder le game state sur son tour, c'est autant votre responsabilité de lui mentionner que le game state n'est pas correct en ce moment. Donc, super important de rappeler les autres joueurs dans le game state. Puis, même chose au niveau des judges. Si vous avez des questions, moindrement que vous avez une question, faites pas le judge, répondez pas aux questions, faites juste appeler un judge, posez la question, puis à ce moment-là, c'est lui qui va départager. On veut jamais revenir sur une décision qui a été prise entre deux joueurs qui n'était pas nécessairement la bonne, puis là, ça peut juste causer plus de conflits. Donc, super important aussi, n'hésitez pas à appeler les judges durant les tournois. Ils sont là pour ça. C'est des très bons connaisseurs du jeu. C'est souvent des joueurs qui ont joué au niveau, qui sont des judges, qui savent comment ça fonctionne. Donc, c'est quand même important de le mentionner. C'est un bon point que tu dis justement, Billy, comme par exemple pour le tournoi de Lille en France, je pense que c'était Spessy qui était un des juges. Là. Fait que c'est du monde souvent là, qui sont très connaissants, là, qui vont être là pour répondre à vos questions. On va commencer à wrap up le podcast. On va parler des upcoming events. Donc, on a déjà parlé de celui au Québec, donc avec le circuit des princesses. On va avoir des 7 championships qui vont commencer bientôt. Je pense qu'on a déjà les dates. Là. Je me souviens pas vite de même des dates des 7 championships, mais ça va être sur une plus longue période de temps pour 7-4 avec Ursula. Je pense que ça va être sur un total d'1 mois versus 2 semaines. Donc, un petit peu plus de chance pour les gens qui n'étaient pas disponibles pour gagner les Stitch Rockstar. On va prendre voir plus de participants dans les tournois. Je ne sais pas pour vous, les boys, moi j'en ai fait 3. J'ai passé short d'en gagner. Toi, Dan, j'ai vu tantôt ta petite Stitch promo derrière toi. Puis j'ai vu ton playmat une couple de fois. Mais non, c'est des beaux championships, c'est locals. C'est quand même le fun parce que la méta n'est pas tout le temps la même. Tu peux avoir une méta un petit peu plus locale où est-ce que on le sait dans leur canal en ce moment, la disponibilité des cartes peut être problématique. Surtout en début de set, là, tu cherches une carte ou deux tout le temps. Fait que ça t'oblige à jouer un deck qui est peut-être un peu différent, qui réagit différemment à une méta. Donc, autre ces 7 championships-là qui s'en viennent, on va avoir Toronto le 24-25 août. Les billets sont pas encore en vente. On spécule une date autour de début juillet, là, si je ne me trompe pas. Là, si on regarde les anciens tournois, on parlait de environ 7 semaines avant le tournoi. Donc, ça nous donnerait autour du 5 juillet pour les billets de Toronto. On peut les trouver sur ppgeventmanagement.com pour ceux qui veulent se présenter à Toronto pour le 24-25 août. J'imagine qu'il y en a une couple d'entre nous qui vont être là-bas. Par la suite, on va avoir Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis en octobre, le 26-27. Même chose, c'est un autre DLC. Je pense que c'est l'avant-dernier de l'année. Je ne sais pas s'il y a un de nous qui va y être.
Ça se peut que non. C'est quand même assez loin, c'est à la côte ouest aussi. Ouais. Puis on a. Ben, il y Ouais, a Las exact. Puis on Vegas a aussi Las en septembre. Vegas, T'es avancé là? Nevada, le 21-22 septembre, que moi je vais tenter d'y être. J'ai déjà commencé à regarder le planning là-bas, puis je vais essayer d'y être pour justement représenter le podcast, puis aussi les joueurs québécois. On va pouvoir peut-être avoir d'autres invités là, qui vont être avec nous dans les prochains podcasts, là, dépendamment de qui veut venir nous parler, qui veut avoir son mot à dire dans la communauté québécoise. Donc, c'est une des raisons pourquoi on fait ça, c'est pour justement avoir plus de monde de la communauté, être capable de mettre leur canal au Québec un petit peu plus en vedette. On a connaissance de beaucoup de podcasts anglophones, puis je trouve qu'au niveau du français, on a beaucoup à donner aussi de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les événements à venir. On va prendre les dernières minutes pour peut-être parler de ce qui se passe le 12 juin. Donc, on a eu une annonce de Ravensburger et Disney, le Lorecast. Donc, les boys, avez-vous une idée de peut-être? À moins que, à moins que je me trompe, il me semble que j'ai vu aujourd'hui que c'était le 11 à 10h heure Pacifique. Donc, ça serait ce mardi. On va aller voir ça, on va aller Je sais voir pas si ça. ça l'a changé depuis. Lorecast. Ouais, parce que là, j'avouais, Non, je pense que c'est le 12. il me Ouais. semble que Ouais, Bref, moi, cette semaine. Ouais, cette semaine, je pense que si je me trompe pas, c'est la dernière semaine de Pixelborn. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qui disent que ils vont peut-être nous annoncer de quoi. Moi, personnellement, regardez, Disney, c'est une énorme compagnie. Faut pas retenir notre souffle pour s'attendre qu'ils vont release un online client ou de quoi de même. Comme c'est dommage, on perd ça. J'espère, moi, de tout mon cœur, qu'on va annoncer une espèce de plateforme à la Hearthstone, quelque chose qu'on va tous pouvoir jouer, qui va être très similaire à ce qu'on connaît déjà avec Pixelborn. Connaissant les compagnies de tech de nos jours qui font des applications maintenant, qui vont trouver une façon de monétiser. Où est-ce qu'on va être rendu? On sait qu'il y a eu une espèce de... Pour avoir joué à Pokémon aussi, il y a eu une espèce de gros fiasco quand ils ont changé de client vers le client V2. Ça avait laissé beaucoup de joueurs insatisfaits et tout ça. Fait que c'est différent quand tu mets ton corps et âme parce que tu es un fan en train de faire de quoi ou tu es une corporation qui a des objectifs monétaires de faire quelque chose. Fait que je veux juste que les gens ici, on ait les bonnes attentes, qu'on s'attend pas à grand-chose, mais ce serait vraiment cool. Ils vont peut-être parler aussi des prochains tournois à venir, des formats ou des formats de jeux multijoueurs, des affaires de même ou des cartes, certaines cartes en reveal, qui sait. Mais le online client, c'est mon wish list, mais je mets pas mes attentes trop hautes, moi non plus là-dessus. On va peut-être, si on regarde aussi les dernières fois, là, je m'attendrais peut-être à une annonce du 7.5. C'est peut-être aussi la seule chose qu'ils vont annoncer. Là. On est 2 semaines après le lancement officiel retail at large. Donc, je serais pas surpris de juste entendre parler du 7.5 avec le nouveau, puis une coupe de card release, puis that's it, là. Un beau petit vidéo pour parler du lore, mais justement. Comme qu'on a eu dans les je veux pas mettre mes derniers attentes sets. trop hautes. Puis j'ai validé, on parle du 12 juin 2024 à 1h PM Eastern Time. Donc, pour nous, ça va être 1h. Puis ça va sûrement faire partie de notre prochain podcast la semaine prochaine. Donc, pour finir ça, je vous invite à aller nous laisser un petit review sur Apple Podcast. Donc, le podcast va être disponible sur Apple Podcast, Spotify et sur notre channel YouTube, les Uninkables. Donc, n'hésitez pas à nous écrire des questions. À partir de la semaine prochaine aussi, on va prendre les meilleures questions du channel YouTube pour y répondre, passer un petit peu de temps sur vos questions, vos commentaires. Puis, on aimerait ça aussi avoir vos reviews sur Apple Podcast puis Spotify Podcast. Donc, les gars, je ne sais pas si vous aviez autre chose à discuter aujourd'hui. Moi, j'ajouterais juste que je suis vraiment content qu'on débute une aventure comme celle-là, de débuter ça avec vous, avec d'autres passionnés d'un jeu qui nous a tous rassemblés. Donc, puis c'est une bonne idée qu'on a eue de vouloir le partir en français puisqu'il n'y en avait pas au Québec. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sens qu'il va y avoir plusieurs épisodes à venir qui vont être bien intéressants pour nous et je l'espère pour vous. Yes, puis tout ce qu'on dit, bien entendu, c'est notre opinion, tu sais, sur Meta. Puis si vous êtes des Mufasa lovers, je vous aime pareil. C'est juste, on aime ça avoir les bonnes discussions, tu sais, autour de la Meta. Tu sais, on s'était tout dit, tu sais, on parle tellement sur un side chat, sur notre Facebook group, sur notre Discord, déjà de la Meta, de ce qui s'en vient, ce qu'on joue, puis tout ça.
pourquoi pas juste en faire un podcast parce qu'il y a d'autres mondes qui sont prêts à nous écouter ou qui ont la même idée que nous. Donc, nous, c'était vraiment le but de ça, mais on adorait avoir des échanges. Qu'est-ce que vous jouez? Je pense que prochain podcast, on va faire un peu un tour de table de qu'est-ce qu'on joue en ce moment, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on voit du potentiel, puis les tech choices que nous, on a décidé de mettre et pourquoi on les met. Je pense que ce serait intéressant, mais tu sais, on est très intéressé à tout entendre ce que vous avez à dire sur le podcast. Fait que merci d'avoir pris le temps. Ciao les boys. Bonne semaine. Ciao, guys. Ciao et à la prochaine. Bye.